Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et tout de suite, pour arbitrer ce match, la femme en noir, entre guillemets, ce matin, c'est Géraldine Métifeux. Bonjour Géraldine. Bonjour Cédric, la femme en gris. Oui, la femme en gris, plutôt, femme en c'est gris. vrai, effectivement. Associée fondatrice d'Alter Egal, et on va donc essayer ensemble d'arbitrer ce match entre gestion active et gestion passive. D'abord, on va peut-être poser le décor, juste brièvement. J'ai prononcé le mot ETF, mais voilà, il y a actif, il y a passif. Pourquoi est-ce qu'on dit actif, passif ? Alors vous avez raison, je fais le choix de parler des ETF passifs, et il y a aussi des ETF en gestion active. Il y en a qui sont dits actifs. Exactement, donc je fais ce choix-là. Ça commence à se compliquer. Je vais revenir sur le départ. Alors, avec la gestion active. En fait, les ETF ont pour but, globalement, de répliquer un indice, quel qu'il soit, ou un groupe de valeurs, et ainsi de suite. Et donc, on nous dit, écoutez, les ETF, au fond, ils font super bien le job. Pourquoi avoir un gérant ? Et en plus, c'est moins cher. Bon, sur le papier, c'est ultra entendable. Donc, on se dit, oui, pourquoi on prendrait du coup des gérants payer des fortunes alors que des mecs qui ne foutent pas grand-chose le font super bien pour pas très cher. On va aller dans le détail parce que, comme souvent, le diable est dans les détails. Et c'est ça que je voudrais qu'on regarde en ce moment parce que, en réalité, répliquer un indice, c'est souvent répliquer les bulles, pas forcément avoir le recul. Un rebalancement qui est parfois trimestriel, donc qui ne donne pas le temps d'avoir les répliques aussi nécessaires en intraday, bien sûr, mais tout court. Et donc, est-ce que des fonds chargés en frais et qui rémunèrent vos intermédiaires dont je fais partie, sont si mauvais pour la gestion de votre patrimoine par rapport à un ETF pas si cher. Donc finalement, c'est sur la fréquence, entre guillemets, que jaillit le débat, parce que... Je crois qu'ils sont sur les frais. Je crois que vraiment, c'est plus la question du, au fond, répliquer un indice, c'est déjà vachement bien, et le battre, c'est souvent très peu probable. Et c'est vrai que c'est pas toujours le cas, mais aussi parce que, et on va rentrer dans le cœur du moteur, mais parce que les études sont souvent faites de façon... Oui, parce que j'imagine qu'il y a une masse d'experts qui a déjà, entre guillemets, analysé, regardé, ausculté le problème, non ? Il y en a sans doute beaucoup qui se penchent un peu côté volontairement de l'ETF, parce que vous savez, et ça fait quand même 20 ans que ça dure, les frais, c'est un peu le combat, et c'est un peu le truc à abattre dans la gestion d'actifs. Moi, je pense qu'il y a des frais qui sont valables dès lors qu'ils apportent plus de performance. Et la question, c'est pas forcément de comparer n'importe quel fonds, parce que quand vous allez dans votre banque, ne constatez que leurs fonds sont souvent pas terribles. C'est aussi pour ça qu'on existe avec une gestion ouverte, parce que les fonds d'un Carmignac, d'un JP Morgan, d'un Morgan Stanley vont être meilleurs que le fonds On rappelle que Monsieur Tout-le-Monde, quand il se pointe dans son agence, effectivement, il va souvent avoir accès à une simple sélection de fonds qui seront bien souvent des fonds maison et qu'il faut monter un peu plus en banque privée et autres pour réussir à trouver une architecture plus ouverte. Alors que ce n'est pas le cas chez les CGP, par exemple. Non, ça, on a forcément une architecture ouverte parce que de fait... On ne fabrique pas ces produits, oui. Alors, certains désormais le font. Certains désormais le font, mais ils le font plutôt bien, normalement. Et après, il y a autre chose qu'on ne mentionne jamais dans le comparatif. On verra que dans le détail, finalement, on ne compare pas non plus les frais. Mais on verra également qu'on ne compare pas les frais de l'enveloppe. Et très souvent, quand vous, épargnants, souhaitez avoir accès tout simplement à des ETF plutôt qu'à des fonds actifs, parce que vous ne connaissez pas bien la gestion de l'actif, parce que ceci, cela, et parce qu'on vous a dit, et que Mme Tartampion vous a dit avant-hier que c'était mieux, vous dites, ouais, super idée. Mais les frais de l'enveloppe ne sont pas forcément les mêmes. C'est-à-dire que parfois, dans des contrats d'assurance vie, vous pouvez avoir 0,90 de frais sur une enveloppe classique avec des fonds qui ont même leurs frais. Sur une enveloppe où vous mettrez les ETF, vous pouvez avoir 1,10, 1,50 de frais. Donc déjà, comparons ce qui est comparable. Parfois, les frais d'arbitrage sont également pas les mêmes parce que, rappelons-le, Cédric, il n'y a pas de gestion gratuite. Si on pouvait tous travailler gratuitement, ça se saurait. La question est, est-ce que ça les vaut ? Comme on dit souvent, quand c'est gratuit... Ça n'a pas de valeur. Oui, et puis ou alors c'est le client qui est au menu, quoi. C'est le client oui, absolument, c'est le client le produit. Bon, il y a des solutions donc, aujourd'hui, si on prend un cas particulier, si on essaye d'illustrer un peu le propos, Géraldine. Oui, alors avant peut-être d'illustrer le propos, si on en a le temps, il faut savoir que si on prend toutes les catégories d'OPC existantes avec les indices type MSCI World, finalement, dans toutes les catégories d'OPC, il y a aussi les mauvais, on est d'accord, il y a les bons et les mauvais. Le travail du CGP, c'est aussi de faire le tri dans les bons. Il y a quand même 38% des cas où la gestion active est meilleure. C'est pas beaucoup, mais 38% des cas, pour quelqu'un qui est conseillé, c'est peut-être 100% des cas, dans l'absolu. Bon, ça, c'est un premier point. Donc, il faut avoir choisi les bons OPC, déjà. Il faut avoir choisi le bon intermédiaire, peut-être. Ouais. Ça, c'est un premier point. Et puis, je pense que les études sur les ETF et comparons les OPC, elles vont devoir évoluer pour faire le tri entre les fonds qui ont été fermés, les fonds qui existent encore. Enfin, tout ça est encore un peu... on va dire naissant en termes d'études. Je pense que le temps faisant, on va pouvoir améliorer l'étude pour affiner et pour laisser sa part à la gestion active, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, d'avoir quelqu'un qui va prendre des biais
avoir une gestion proactive quotidienne et pas juste suivre un indice. Et c'est vrai que si on regarde aujourd'hui la composition du MSCI World, c'est un indice hyper général. C'est un indice des plus grosses valeurs mondiales, mais où est surreprésenté, où sont surreprésentés les États-Unis et donc les GAFAM. Et avec la très récente énorme hausse depuis l'élection de Donald Trump, il n'est toujours pas au pouvoir, donc on verra si à partir du 20 janvier, on est tout aussi enthousiaste, mais ça a aussi favorisé un peu des bulles quand même. Et là où le gérant actif, lui, peut, ne pas... pondérer un peu la bulle. Exactement, et faire des choix peut-être de plus long terme. Alors d'abord, il y a OPC et OPC. Il y a 696 sociétés de gestion de portefeuille agréées en France à l'été 2023. Dedans, bien sûr, il y a celles qui ont des ETF. Il y a à peu près 11 000 OPC. Et plus largement, si on inclut les fonds étrangers, il y a 30 000 OPC. Donc, ils ne sont pas tous forcément à jeter avec l'eau du bain. Donc, des chiffres qui font tourner la tête un peu quand même. Objectivement, je ne sais pas qui suit 30 000 OPC à part Morningstar, et encore, quand tu as dit, je ne suis même pas sûre. Mais 30 000, c'est énorme. Donc, déjà, concentrons-nous. Donc, j'ai décidé de prendre 2 exemples pour qu'on se fasse un peu la mesure de ce qui est bien ou pas bien. Et on verra qu'en fonction des phases de marché, c'est plus ou moins pertinent d'être d'un côté ou de l'autre. Alors, on compare quoi? On étudie quoi? On va commencer par l'ETF que tout le monde a envie d'acheter. Pas plus tard que ce matin, mes clients me disent « Géraldine, qu'est-ce que vous pensez de l'ETF Tartemuche MSCI World ?» Bon, déjà, tout dépend de l'horizon d'investissement, mais pourquoi pas. Donc, un ETF MSCI World, en moyenne, sur 2022, il fera moins 17%. Exceptionnel. Il va faire plus 24 en 2023. Et là, on voit tout le poids des indices, des GAFAM et ainsi de suite. Et puis, au 30 septembre, il est à plus 11,45. On se dit, moi, Géraldine, ça me va. Magnifique. Et puis, je vous compare à un de mes chouchous. Et on verra que dans la durée, c'est un peu mieux. Et mon chouchou, dans le cadre d'espèces, c'est Carmignac Investissement. Carmignac Investissement, il est un indice, mais il est relativement libre de ses capacités d'investissement. Il peut surpondérer l'Asie ou l'Europe, pas que les États-Unis, en fonction de ce qu'il ressent et pas en fonction uniquement de ce que réplique l'indice. D'accord. Donc là, il y a un gérant derrière, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Exactement. Alors, qui a souvent changé, mais enfin, à chaque fois, il était plus ou moins bon quand même. Alors, sur l'année 2022, certes, ils font moins 18,33. On dit, au fond, il valait mieux avoir l'ETF. Tout ça étant net des frais. Hein. D'accord. Souvent, on nous parle, là, c'est net des frais. Donc, il y a moins de frais sur l'ETF, un peu plus sur Carmignac, mais enfin, au bout du bout, on est relativement égal. La perf est quasi similaire, entre guillemets. Elle est proche. Effectivement, elle est proche. À 50 centimes, c'est globalement assez proche. C'est rarement pas pour 50 centimes qu'on fait un choix d'investissement. Sur l'année 2023, Carmignac ne fait pas le choix forcément de ce qui a le mieux marché sur la MSCI World. Donc, ils font, entre guillemets, que plus 18,91. On se dit, du coup, c'est toujours le match pour le moment, c'est toujours l'ETF, entre guillemets, qui est gagnant. Ouais. Mais arrive 2024, et tout le monde a dit, je pense, sur votre plateau, que 2024 est une année du retour du stock picking. Et là, c'est très intéressant de voir qu'on était donc à 11,45 au 30 septembre pour l'ETF Lambda MSCI World, quand le fonds à Carmignac Investissement est déjà à plus 16,94. Ah oui. Et on vient de manger la différence avec ses petits camarades. Et elle s'est amplifiée sur le dernier trimestre. Et donc, au fond, si on revient à un monde de sélection de titres, ce à quoi on croit, et qu'on n'est pas uniquement dans la réplication, alors la gestion active a réellement sa place. Et peut-être aussi que l'ETF l'aura. Mais en tout cas, je pense qu'il faut aussi avoir une gestion active. Et est-ce que finalement, il n'y aurait pas une bonne idée qui serait finalement de panacher un peu, justement, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier? Alors, c'est d'autant plus vrai si on regarde l'Europe, Cédric. Parce que l'Europe, on va regarder quoi? Nous, Français de base, on va regarder le CAC 40. Nous, on regarde notre CAC, oui. Voilà, mais tout le monde fait ça. Et alors, OK, c'est pas l'indice du siècle pour l'année 2024. Il a quelques défauts, mais même en général. Mais cette année encore moins, peut-être, ouais. Si on regarde un ETF Amundi CAC 40, on va avoir 2022 moins 9,50. 2022 moins 9,50, plutôt pas trop mal. On va avoir, parce qu'ils ont pris beaucoup de luxe, on va avoir 2023 plus 12,73, sur le papier super, et 2024 au 30 septembre plus 5,89. Ça c'est sensiblement amaigri depuis. Ouais, oui. Et puis je compare au fond JP Morgan, Euroland Dynamic, qui est un fonds qu'on met dans nos allocations dans les PEA. Pour moi, c'est comparable. Alors, scandale sur 2022, il fait moins 18,33. On se dit, mais Géraldine, n'importe quoi. Prendre un ETF, là, Géraldine.
Sauf que dès 2023, ce fameux fonds, il fait 18,91. On commence à sensiblement rattraper. Et 2024, au 30 septembre, ce même fonds est à 16,94. Donc... Et là, ça a dû aussi se tasser un petit peu depuis, mais... Oui, alors ça s'est également tassé, mais pas dans les mêmes proportions, mais comme on a arrêté. L'idée, c'est de se dire quoi, au fond ? Si on est vraiment très, très honnête, c'est de se dire qu'effectivement, les ETF ont leur part à jouer dans une allocation d'actifs. Et je pense que parfois, quand on n'a pas d'idée, qu'on sait que voilà, la zone géographique, on veut la jouer, ou à l'inverse, quand on ne veut pas jouer de zone géographique, pourquoi pas ? Quand on veut jouer les actions, mais qu'on n'est pas sur un biais d'un gérant, les ETF, ils ont une part à jouer dans une allocation d'actifs, et surtout quand il n'y a pas de conseil en gestion de patrimoine pour faire arbitrer les fonds. Mais considérer que les ETF sont la garantie d'une performance sur long terme, alors là, par contre, je m'inscris en faux parce que manifestement, donc ça veut dire c'est pas qu'il le cas. faut quoi ? Il faut challenger son CGP en lui disant... Alors, je pense qu'il faut faire confiance, mais oui, il faut challenger. Il faut avoir les indices à peu près en tête. Et il faut savoir ce qu'on regarde aussi comme ambition. Parce que l'ETF, il n'aura pas forcément l'ambition ISR qui peut être la vôtre. Alors que les fonds que je vous propose, ou que vos conseillers vont vous proposer, ils vont prendre en considération cette partie de durabilité, cette partie ESG, que les ETF vont moins prendre en compte puisqu'ils prennent l'indice au global. Et donc, un Amazon va être, a priori, je prends cet exemple-là aux périodes de Noël parce qu'on l'utilise vachement, enfin, moi par exemple, mais ils sont assez consommateurs de beaucoup de choses qui sont pas très pro-planète. ESG, Voilà. Alors que peut-être que votre gérant, lui, sera resté sur un axe beaucoup plus ESG, y compris en fin d'année. Il y a pas mal d'observateurs qui parfois nous disent, en fait, finalement, quand on veut partir très loin, jouer de l'Asie, jouer tout ça, peut-être qu'on peut prendre des ETF ou des choses très spécifiques. Et puis, plus on se rapproche, Amérique, Europe, prendre des fonds actifs. Et puis, peut-être, quand on est très proche de soi, sur son marché domestique, là, commencer à jouer des titres vifs. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, peut résonner ? Alors, il est certain que jouer des titres vifs en Asie... c'est chaud. Ouais, c'est ça, vous m'ôtez les mots de la bouche. C'est un peu compliqué. Je pense qu'effectivement, globalement, si on veut jouer l'Asie, il est effectivement définitivement plus simple de choisir ou bien un ETF, ou bien des maisons de gestion qui sont implantées en Asie depuis un certain temps, qui ont un savoir-faire. Après, il faut se méfier aussi de la finance comportementale. Le Japon a très bien fonctionné, peut-être que c'est plus le moment. L'Inde a très bien fonctionné, peut-être que c'est plus le moment. La Chine a moyennement fonctionné, peut-être que c'est le moment. Donc, être parfois un peu contrariant sur ces locations, gardez cette idée que l'horizon de placement, c'est au fond votre aiguillon pour votre allocation d'actifs. Le cœur de la gestion d'actifs, en vrai, le MSCI World, c'est ça, c'est 60% aux US. Donc, à minima, avoir une exposition aux US, c'est pas complètement idiot. Après, quel type d'acteur on va choisir, ça va dépendre, encore une fois, des thématiques. Est-ce qu'on va être sur les indices, et auquel cas, si on veut répliquer l'indice, il n'y a rien que mieux qu'un ETF. Si on veut aller chercher quelque chose de différent, parce qu'on pense que les indices à court terme vont se tromper, alors sincèrement, je pense que les acteurs de marché, et il y en a par centaines à disponibles en France, ont tous leur place dans vos allocations d'actifs, et toute une question de proportion. Et puis les choix d'un gérant, d'un conseiller, c'est aussi ça a aussi une part d'histoire, de challenge, etc. C'est pas un ordinateur qui suit un indice, quoi. Si on regarde, par exemple, question de passion, un gérant aussi, patrimoine, mais si on regarde un gérant, il peut aussi se couvrir contre des risques. Il peut très bien vouloir s'exposer à la tech US et puis en même temps se couvrir en vendant l'indice Nasdaq. Et c'est la richesse de la gestion active. Et je pense que même nette de frais, elle doit être regardée parce que manifestement, dans plus de la moitié des cas, elle va être gagnante. Et donc, si vous avez les bons fonds, alors peut-être que dans 100%, vous serez gagnant. Merci beaucoup, Géraldine. Merci, Cédric. Géraldine Métifeux et Alter Égal sur ce rapport entre gestion active et gestion passive. Et nous, on poursuit notre voyage dans Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.